CO2 ici. Ah, on est presque pas bon là. Ce fut obligatoire à un moment. Ils n'ont pas retiré. Comment? Ils n'ont pas retiré. Oui. Nous, à l'école, on les a retirés, maintenant c'est obligatoire. Pour éviter que personne. Elle est pas mue, ils l'ont toujours, mais ils s'en foutent évidemment. Mais... Ah, moi, j'attire, moi, quand j'entends la carte. Elle est pas mue, ils sont accrochés au mur. Hein. Oui, mais moi, j'ai des branches. Comme ça, c'est tranquille, ça ne tombe pas. Oui. Oui. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les urgences du CHRF, à l'initiative de notre désormais chef de service, le docteur Claude Enga, ont le plaisir de vous accueillir une fois de plus pour le trimestriel des urgences. Avant toute chose, avant de commencer, je tiens à rappeler pour les personnes qui sont en distanciel pour que les heures comptent dans votre titre, d'envoyer sur le chat, s'il vous plaît, nom, prénom, numéro INAMI éventuel et votre adresse mail, afin que la logistique de ce trimestriel puisse vous envoyer vos attestations, s'il vous plaît. Merci. Je le disais, nous avons le plaisir donc, de vous accueillir une nouvelle fois pour ce trimestriel. Une première cette fois-ci, en plus des médecins infirmiers, ont été conviés des secouristes ambulanciers qui sont présents en bon nombre, en tout cas en distanciel, pour un sujet en fait qui concerne tout le monde, à savoir la prise en charge de grands brûlés, que ce soit en pré-hospitalier ou en intra-hospitalier, la prise en charge initiale. La volonté a été d'intégrer l'ensemble des acteurs de l'aide médicale urgente intra-extra-hospitalier pour une prise en charge initiale commune, idéale, afin que le ressenti et les bénéfices du patient en soient optimales. Pour la présentation de ce soir, je vais céder la parole immédiatement au docteur Rousseau, ici à côté de moi, qui est anesthésiste intensiviste, donc au centre des grands brûlés du CHU de Liège. Dès lors, je souhaite une bonne soirée à tout le monde. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Je sais pas si le micro marche, non? Si, c'est bon, ça va. Oui, c'est bon. Ouais, nickel. Et par contre... Bon, ça c'est pareil. Ok, super. Bah, écoutez, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir d'être là avec vous et de voir aussi qu'il y a plein de gens qui sont connectés. J'ai reconnu plein de noms parmi les gens qui sont connectés, donc c'est cool. Donc merci à tous d'être là. Et puis on va essayer de discuter ensemble donc de la prise en charge du patient brûlé dans une situation aiguë, donc en dehors d'un centre de brûlé. Alors on va commencer par une grosse question. En fait, quelle est l'épidémiologie de la brûlure? Eh bien, ça restera une question parce que malheureusement, en Belgique, on n'a pas de registre qui permet d'avoir une idée claire de l'épidémiologie de la brûlure. C'est un vrai problème puisqu'on n'a pas du tout de recensement et qu'il y a pas mal de brûlés qui sont pris en charge ailleurs que dans des centres de brûlés. Et de par des données qu'on peut avoir d'autres sources, notamment en France par exemple ou aux États-Unis, on peut considérer que plus ou moins 2 à 30 patients par 100 000 habitants vont présenter une pathologie liée à la brûlure et par an. Donc ça fait quand même quelque part pas mal de patients qui peuvent être brûlés sur une année. Évidemment, cette gravité va être variable et ils ne seront pas tous sévèrement brûlés, heureusement. Alors, on peut considérer que les enfants constituent entre un tiers et la moitié des hospitalisations dans des centres de brûlés, et ce sont surtout des enfants qui sont âgés entre 0 et 4 ans. Le plus souvent, on va avoir affaire à des brûlures thermiques. Il existe d'autres brûlures, on les verra après à la fin, des brûlures notamment électriques, chimiques et aussi nucléaires, mais ça c'est quelque chose d'un peu plus compliqué. Donc le plus souvent, ce sont des brûlures thermiques qui vont nous occuper tant chez l'adulte que chez l'enfant.
Et malheureusement, ça touche le plus souvent des milieux socio-économiques assez bas, le fait étant que les brûlures thermiques surviennent dans des situations notamment domestiques qui sont parfois très compliquées. Et notamment chez l'enfant, quand on parle de milieux socio-économiques assez bas, eh bien, quand on regarde les causes de la brûlure chez l'enfant, on comprend vite que des milieux dans lesquels il y a une promiscuité importante, où il n'y a pas beaucoup de place, où il y a beaucoup d'enfants qui circulent dans la même pièce, eh bien, on peut avoir des soucis particuliers, puisque les brûlures qui surviennent chez l'enfant sont surtout des brûlures qui sont par liquide chaud, notamment des enfants qui tirent sur le manche du poêlon, le biberon par exemple, ou une tasse de café qui se renverse sur l'enfant qui est dans les bras, ou notamment dans des salles de bain avec des thermostats qui sont mal réglés ou l'absence de thermostat, et donc les enfants peuvent se brûler de cette manière. On a aussi, particulièrement chez les enfants en bas âge, des brûlures par contact, les enfants qui vont toucher les poils par exemple, et des brûlures des paumes de main dans ces cas-là, ce sont des choses évidemment très fréquentes, et donc on comprend pourquoi ce genre de milieu est propice à des brûlures chez l'enfant. Alors, au bout, qu'est-ce que c'est la brûlure? À quoi est-ce qu'on a affaire? Bien, la brûlure, c'est une destruction de la peau qui va intéresser plus ou moins toutes les couches de la peau en elle-même, et ce, de manière différente en fonction de la gravité. Et de manière assez schématique, on distingue deux types de brûlures, les brûlures superficielles et les brûlures profondes. Les brûlures superficielles, elles vont intéresser les couches évidemment superficielles de la peau, c'est-à-dire l'épiderme et le derme superficiel. Et on considère que ces brûlures superficielles elle va épargner une partie des cellules régénératrices, qui sont les cellules qui se situent dans la papille de l'épiderme et dans les annexes. Et donc, à partir du moment où on épargne ces cellules, eh bien, on va pouvoir espérer une cicatrisation un peu plus facile, et donc potentiellement une cicatrisation spontanée. Au contraire des brûlures profondes, qui vont intéresser les couches profondes de la peau, c'est-à-dire le derme profond et l'hypoderme, eh bien, en plus la brûlure est profonde, au moins on va avoir de préservation de ces cellules régénératrices, hein, ces cellules souches qui sont dans les papilles et dans les annexes. Et donc, forcément, la capacité de régénération va être beaucoup plus compliquée. Et en général, ces brûlures, si elles sont supérieures à une pièce de 1 euro, par exemple, vont nécessiter une prise en charge chirurgicale. Et le problème de ces prises en charge chirurgicales, c'est qu'on est exposé, évidemment, à des complications qui sont soit esthétiques, soit fonctionnelles. Donc, en gros, brûlure superficielle et brûlure profonde, selon le niveau d'atteinte et selon la préservation ou non des cellules basales. Alors, quand on regarde ce schéma, eh c'est pour vous montrer les différences de profondeur entre les différents types de brûlures. On commence ici par la brûlure du premier degré. On verra des photos après pour que ça vous parle un peu mieux. La brûlure du premier degré, elle intéresse uniquement l'épiderme. Vous voyez que tout l'épiderme n'est pas du tout entrepris. Il persiste toutes les couches basales. Typiquement, c'est le coup de soleil. Vous l'avez tous expérimenté. Ce n'est pas une catastrophe en soi. La brûlure du deuxième degré superficiel ici, c'est une brûlure qui va atteindre l'épiderme en entier et le derme superficiel. Donc, vous voyez qu'on peut avoir, par exemple, ici, une atteinte des cellules basales et donc une capacité de régénération qui va être un peu altérée, mais qui ne sera pas tout à fait impossible. Ça, c'est le deuxième degré superficiel. Le deuxième degré profond, il va atteindre évidemment le derme un peu plus profond. Et comme vous le voyez ici, on a une disparition complète des cellules basales au niveau de l'épiderme et une atteinte des cellules basales au niveau des annexes. Et donc, la capacité de régénération est altérée. Et puis, on passe évidemment ici au troisième degré. Le troisième degré, ça détruit toute la profondeur de la peau, épiderme, derme et hypoderme. Et donc, dans ces cas-là, on comprend aussi qu'on va avoir une destruction de la vascularisation capillaire. Et on verra après que on va pouvoir comprendre ainsi les caractéristiques cliniques de la brûlure. On parle aussi parfois de quatrième degré. Ça, c'est vraiment une atteinte très profonde, genre carbonisation, qui atteint les structures sous la peau, c'est-à-dire par exemple tout ce qui est muscles et voire même parfois os. Alors, je n'arrive plus à... Ah voilà. Alors, donc ça, ce sont quelques exemples en photo pour que vous puissiez appréhender de manière un peu plus facile les types de lésions. Je ne sais pas si vous voyez bien avec la lumière. Ça, c'est du premier degré. C'est un érythème pur. Il n'y a pas d'autre souci que juste un érythème. Ça veut dire que la brûlure est assez douloureuse. Quand on appuie, quand on fait un test de vitropression ou de pression cutanée, ça se recolore évidemment très rapidement puisqu'il n'y a aucune atteinte de la vascularisation. Donc, c'est quelque chose qui est assez facile à reconnaître. Il n'y a pas de flictène, il n'y a rien du tout. C'est un érythème. La cicatrisation va être spontanée en quelques jours. Vous l'avez déjà tous expérimenté, sans séquelles du tout.
ici, c'est du 2e degré superficiel, mais je pense pas que vous voyez très bien. Il n'y a pas moyen de couper un peu. C'est tout ou rien, quoi. Ok. Donc, bah, ici, ce que vous pouvez voir un peu, c'est que... Ouais. Voilà. Donc ici, vous voyez peut-être un peu mieux. Donc il y a de l'érythème ici qui est quelque part du 1er degré. Et puis on a typiquement des flictènes qui sont sur les plaies ici. Certaines sont déjà ouvertes ou percées si vous voulez. Et elles laissent apparaître ici un sous-sol qui est assez rouge. Et ça, c'est typiquement des brûlures du 2e degré superficiel avec forcément en périphérie du 1er degré potentiellement. Ici, c'est déjà un peu plus clair. Donc ça, c'est typiquement une brûlure chez l'enfant par contact sur la paume de main. Et on voit donc la présence de brûlures superficielles. C'est rouge, c'est du 1er degré potentiellement associé à du 2e degré. La présence de flictènes, qui sont typiques des brûlures du 2e degré. Évidemment, tant qu'on n'a pas ouvert la flictène, on ne sait pas savoir si c'est du 2e degré superficiel ou profond. Pour ça, il va falloir vidanger la flictène et aller regarder le sous-sol de la plaie. Mais ça, typiquement, ce sont des brûlures du 2e degré superficiel. Et voilà ce qu'on trouve quand on ouvre les flictènes du 2e degré superficiel. C'est un aspect vraiment typique d'un 2e superficiel. On voit des flictènes qui sont donc rompus. On voit ici, par exemple, l'ancienne trace de la flictène. Hein, c'est un résidu cutané qui est donc détruit par la brûlure et qui persiste en bordure de plaie. Et puis le sous-sol, il est typique, il est rosé, il est hyper sointant. Quand on appuie, quand on fait une vitropression sur la plaie, ça se recolore très rapidement. C'est logique puisqu'on a une préservation de la vascularisation au niveau de la peau. Donc ça soigne très fort, c'est assez douloureux et ça va cicatriser dans un délai de plus ou moins 10 à 15 jours en l'absence d'autres complications évidemment surajoutées. Pareil ici, hein, vous voyez, c'est très sointant, ça se voit sur la photo, il reste des débris de flictène. Pareil ici, si on appuie, on a une recoloration très rapide, c'est typique du 2e degré superficiel. Ici, ça se complique déjà un tout petit peu plus. On voit que l'aspect a complètement changé. On retrouve des débris de flictène ici hein, sur la plaie. Mais vous voyez que le sous-sol en dessous de ces flictènes, il est complètement différent. Il est beaucoup plus pâle, il est rose pâle, il est même parfois un peu blanchâtre. Quand on va appuyer sur cette plaie, la recoloration ne va pas être aussi rapide. C'est du 2e degré profond. Donc on a déjà une atteinte de la vascularisation de la peau. Donc c'est logique que le temps de recoloration soit un peu plus prolongé. Et puis surtout, on voit que c'est moins sointant. Donc ça, c'est typiquement aussi une caractéristique du 2e degré profond. Ça va demander évidemment dans ce cas-là une intervention chirurgicale pour la cicatrisation parce que la brûlure est trop étendue que pour pouvoir cicatriser toute seule. Alors ici, on a une brûlure qui est de nouveau encore un peu plus profonde. On a même 2 types sur cette photo. On a ici l'aspect de 2e degré profond. On peut avoir, donc, comme on a vu sur la photo précédente, des zones un peu plus pâles, un peu plus blanchâtres, mais aussi un autre aspect typique du 2e profond, ce sont des lésions en espèce de piqueté comme ça, rouge foncé. De nouveau, si on appuie et qu'on fait un test de la vitropression, le temps de recoloration va être plus important. Et vous voyez qu'il y a beaucoup moins de sointement ici sur cette plaie. Et quand on regarde un peu sur la photo ici, vous allez me dire qu'il y a autre chose que du 2e degré profond. Et de fait, quand on regarde sur l'extrémité gauche de la photo, on a ici toute une partie qui est plutôt blanche et assez cartonnée, assez dure. Vous voyez même qu'on a donné un indice quant au diagnostic puisqu'on voit des escharotomies ici sur la photo. Et donc ça, c'est déjà du 3e degré. C'est vraiment un aspect typique de 3e degré avec une peau qui est vraiment très indurée, très cartonnée, inextensible, plus de recoloration du tout quand vous appuyez dessus. Logique puisque la brûlure atteignant les couches profondes, eh bien, on a perdu la vascularisation. Et vous voyez qu'il n'y a plus du tout de sointement et que probablement les fanères ne sont plus adhérentes aussi quand on essaye de les retirer. Donc ici, vraiment un aspect de 2e degré profond et de 3e degré. Et puis ici, c'est un petit peu un mix de nouveau un peu des deux. Chez ce patient, on retrouve des lésions possiblement de 2e degré superficiel en bordure de plaie, puis on arrive vite fait sur du 2e degré profond avec l'aspect piqueté hémorragique, et puis ici du 3e degré. Dans ce cas-ci, le 3e degré apparaît un peu plus en couleur peau de chamois. L'aspect du 3e degré varie en fonction du mécanisme lésionnel qui a provoqué cette brûlure. Parfois, ça peut être blanchâtre, parfois, ça peut être vraiment brunâtre, voire même noir en fonction de la situation dans laquelle le patient s'est brûlé. Et donc, de nouveau ici, les aspects typiques. Et donc, retenez bien que le 3e degré, la caractéristique principale, c'est cet aspect cartonné, cet aspect non extensible. La peau a perdu toutes ses capacités d'extension. Et si on retient ça, on comprendra après la gestion de l'airway notamment et la réflexion quant à cette gestion d'airway. Donc voici un peu à quoi ressemblent les différents types de brûlures. C'est globalement ce à quoi vous serez confronté dans la pratique réelle. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la brûlure, elle va évoluer au cours des 48 premières heures avec un potentiel risque d'approfondissement lié à l'œdème
locales liées à la brûlure, voire même à l'œdème systémique quand on a une brûlure, quand on a une brûlure assez étendue. Et donc, on insiste sur l'importance d'une évaluation correcte au niveau du temps initial et d'une réévaluation aussi à 48 heures pour pouvoir évaluer l'approfondissement des brûlures. Bien sûr, en général, ça va se jouer entre le 2e degré superficiel qui va devenir un peu plus profond. Les brûlures du 3e degré n'ont pas vraiment de possibilité de s'étendre en profondeur et donc en gros, en 3e degré, le restera. Par contre, le 2e degré profond, on peut perdre un peu de profondeur, entre guillemets, dans l'évolution de la brûlure. Alors, qu'est-ce qui fait qu'une brûlure est grave ou n'est pas grave? Eh bien, on va caractériser les brûlures en termes de gravité selon le fait qu'elles mettent en jeu le pronostic vital ou pas, selon le fait qu'elles mettent en jeu le pronostic fonctionnel ou pas, et puis aussi, on va la caractériser en fonction de différents critères qui vont signer cette gravité et qui prennent en compte la profondeur. On vient de voir les différentes profondeurs et on a compris pourquoi les brûlures profondes étaient plus embêtantes. On va la caractériser aussi en termes de surface, en termes de localisation, en termes d'âge, en termes de comorbidité et en termes de lésions associées. Les lésions associées, ce seront les potentiels traumatismes associés, des intoxications ou inhalation de fumée. On reviendra sur ça juste après. Alors, la profondeur, c'est un élément clé dans la caractérisation de la brûlure. Comment est-ce qu'on peut déterminer la profondeur, enfin la surface atteinte au niveau de la brûlure? Eh bien, une des premières règles faciles à mettre en œuvre, c'est la règle de la paume de la main. C'est quelque chose qui est utilisable pour des brûlures qui sont assez limitées. Évidemment, c'est plus compliqué quand on a un patient qui est brûlé à 80%. On ne va pas passer son temps à mettre les mains pour calculer la surface brûlée, mais quand c'est une petite surface, on peut facilement utiliser cette règle qui dit que, en fait, la paume de la main du patient est égale à 1% de sa surface corporelle. Donc, c'est important de préciser que c'est bien la paume de la main du patient par rapport à sa surface corporelle, puisque vous comprenez que si vous utilisez votre paume de main chez un enfant, ça ne va pas du tout être la même chose. Alors, il y a un débat qui n'est pas encore résolu sur est-ce qu'il faut prendre la paume ou la paume plus les doigts. C'est pas très clair. On considère qu'on essaye de faire un petit mix entre les deux et en gros, on fait quelque chose d'approximatif. Mais le but du jeu, de toute façon, en urgence, n'est pas d'avoir une idée précise au pourcent près de la surface, mais déjà de pouvoir caractériser si c'est une brûlure grave ou pas. On verra quels sont les critères en termes de surface juste après. Alors, quand on ne sait pas faire cette règle de la paume de la main et qu'il y a trop de surface entreprise, eh bien, on utilise la règle des 9 de Wallace et c'est probablement celle que vous devrez retenir dans la pratique clinique. Donc, en fait, cette règle dit que chez l'adulte, en tous les cas, la surface corporelle est divisée en zones de 9%, et donc il y en a forcément 11. Donc, 9 et puis une de 1%. Enfin non, 10 et puis, même 11 et une de 1%. Donc en fait, on a des surfaces corporelles qui sont divisées en 11, enfin en 9%, notamment le tronc qui est égal à 18%, le dos 18%, on a les membres supérieurs chacun qui font 9% et les membres inférieurs qui font chacun 18%, donc 9 devant, 9 derrière, et on garde 1%. Alors certains disent pour le cou, d'autres pour la région périnéale, peu importe, en tous les cas, voilà plus ou moins à quoi ça ressemble. Donc c'est d'autant plus facile d'utiliser ça que la surface corporelle brûlée est importante. On arrive vite à se dire plus ou moins le pourcentage de brûlure atteinte. Et cette règle est utilisable chez l'enfant également, moyennant une adaptation de ces surfaces, notamment au niveau de l'extrémité céphalique et au niveau des jambes, puisque forcément les proportions chez les enfants sont différentes. Le rapport poids surface corporelle versus poids est différent chez l'enfant. Donc il y a une adaptation à faire, mais c'est utilisable chez l'enfant également. Et alors, dans les centres de brûlure, on a l'habitude d'utiliser la table de Lund-Broder, qui est une table un peu plus compliquée parce qu'elle elle sépare encore plus les zones du corps qui sont calculables et elle sépare aussi encore un peu plus les différences en pédiatrie entre les différents âges. Donc, c'est encore un peu plus compliqué. En préhospitalier ou aux urgences, en tous les cas, je pense que ce n'est pas le lieu de commencer à s'énerver à faire ça. Tant qu'on a une caractérisation grossière de la surface corporelle brûlée, c'est déjà pas mal pour commencer la réanimation. Alors, ce qui est important de ne pas oublier, c'est que quand on calcule la surface corporelle brûlée d'un patient, on va préciser la surface qui est au 1er degré et celle qui est au 2e et au 3e degré, parce que quand on va calculer le remplissage après, on ne va tenir compte que de la surface brûlée au 2e et au 3e degré. La surface qui est brûlée au 1er degré ne rentre pas en compte dans la prise en charge de la surface qui va déterminer les besoins liquidiens après. Donc, 1er degré, vous essayez d'oublier. Ceci dit, en général, les patients qui sont sévèrement brûlés, ils ont très peu de 1er degré et donc ça facilite un peu la tâche également.
Alors, deuxième règle importante à retenir, qu'est-ce qui fait en termes de surface qu'une brûlure est considérée comme grave ou pas? Eh bien, c'est ces chiffres clés chez l'adulte et chez l'enfant. Chez l'adulte, la surface brûlée grave est considérée comme étant au-delà de 20% et cette surface est ramenée à 10% chez l'enfant. Donc un enfant qui est brûlé au-delà de 10% est considéré comme un patient sévèrement brûlé et va devoir nécessiter tout ce qu'on va expliquer juste après. Alors pourquoi est-ce qu'on considère que ce sont ces surfaces-là qui entraînent la gravité? Eh bien parce qu'au-delà de ces surfaces, il va y avoir une réaction inflammatoire systémique. Donc la brûlure en elle-même induit une réaction inflammatoire locale, comme tout traumatisme, comme toute blessure. Mais une fois qu'elle va avoir une surface importante, elle va trigger une réaction inflammatoire systémique. Cette réaction inflammatoire systémique, c'est exactement la même que ce que vous rencontrez dans les sepsis ou dans des chocs septiques, par exemple, sauf qu'ici, elle n'est pas liée à une infection, elle est liée à la brûlure. Et quand on a cette réaction inflammatoire systémique qui se met en jeu, on a libération de pas mal de médiateurs, hein, tous ceux que vous connaissez bien, les cytokines, la mise en branle du système du complément, la mise en branle du système de la coagulation, la réaction de stress oxydant, qui va aboutir à ce qu'on appelle le choc du patient brûlé. Et ce choc du patient brûlé survient dans les premières 24 heures et est caractérisé par une fuite capillaire majeure liée à cette réaction inflammatoire ainsi qu'une vasoplégie importante. Et donc, on va avoir cette caractérisation de cet état de choc qui peut aussi être accompagné d'une atteinte myocardique, tout comme dans les problèmes septiques. Vous pouvez aussi avoir une cardiopathie septique. Chez les patients brûlés, il peut s'ajouter aussi une dysfonction cardiaque. On considère que ce choc il va s'installer progressivement à partir de l'accident. Il ne va pas être tout de suite présent et donc ce choc va se constituer, si on ne fait rien, dans les heures qui viennent, avec une fuite capillaire qui est la plus importante au-delà de la 8e heure. Si on retient ça, on comprendra aussi comment on va gérer le remplissage par la suite avec les formules de remplissage. Donc 8e heure, c'est là que la fuite est majeure et donc constitution d'œdème par la suite qui va résulter de cette fuite capillaire. Et dans un second temps, au-delà des premières 24 à 48 heures, cette réaction inflammatoire va générer, elle secondairement, une réaction de réponse au stress, une réaction neuroendocrinienne de stress qui va aboutir à l'activation de différents circuits, à la fois notamment au niveau hypophysaire et au niveau surrénalien, et qui va aboutir à une autre caractéristique typique des brûlés, mais que vous ne verrez pas dans la phase aiguë, c'est-à-dire des problèmes d'hypercatabolisme, d'hypermétabolisme et des problèmes aussi d'immunosuppression. Et donc, vous voyez que quelque part, on va vite faire un cercle vicieux chez ces patients. Et donc, retenez que d'abord, il y a une phase dite de choc, et puis secondairement, ce choc va disparaître et laisser place à d'autres altérations. Alors, il est important aussi d'avoir quelques notions de particularité en fonction de l'âge. On a dit que l'âge était un facteur de gravité. Ben oui, parce qu'en fait, que ce soit dans l'âge, le début ou la fin de la vie, on a des modifications physiologiques qui vont faire que cette brûlure peut être plus grave. Notamment chez les enfants, en dessous de 6 mois, ils sont incapables de frissonner. On s'imagine qu'en cas d'atteinte cutanée importante, on a des pertes caloriques et donc des pertes de chaleur qui vont être importantes. Et donc, ces enfants vont avoir du mal à répondre à cette perte calorique. On verra après ce que ça implique dans la prise en charge. En dessous de 2 ans, la peau est considérée comme étant plus fine que chez l'adulte. Et donc, pour un même agent agressant, quoi, si vous voulez, la même température de l'eau, par exemple, si vous mettez votre main en dessous de cette eau-là et qu'un enfant de moins de 2 ans met sa main en dessous de la même eau, eh bien, la brûlure sera beaucoup plus importante en termes de profondeur comparée à la vôtre, puisque la peau est plus fine. Donc, on peut avoir des brûlures qui vont être plus profondes et donc plus graves. En dessous de 14 ans, on l'a dit, il y a un problème de ratio surface corporelle versus poids qui est plus élevé que chez l'adulte. Et donc, la surface qui est exposée va être relativement plus importante et donc probablement avoir des conséquences plus importantes en termes de gravité de la brûlure. On va donc avoir aussi des pertes liquidiennes qui vont être augmentées et, tout comme vous le savez pour la pédiatrie en général, des déperditions caloriques qui sont potentiellement plus élevées. Et l'enfant est heureusement, ou en tous les cas en cas de brûlure, malheureusement en croissance, ce qui va aboutir à des besoins métaboliques qui vont être augmentés et aussi à des risques cicatriciels qui vont être différents de chez l'adulte, notamment en termes d'évolution de la cicatrice par rapport à cette fameuse croissance. En termes un peu plus médicales, les enfants ont, vous le savez aussi, des particularités pharmacocinétiques et pharmacodynamiques qui vont pouvoir interférer avec notre prise en charge. Ils vont avoir un airway beaucoup plus fragile, donc on risque d'avoir des problèmes dans la prise en charge secondaire. Et vous l'avez probablement tous déjà expérimenté, ils ont un accès veineux difficile, et donc ça risque de nous poser problème par après également.
Les patients gériatriques sont aussi à risque d'avoir des problèmes, de nous poser problème et d'avoir des complications un peu plus importantes suite à une brûlure. De nouveau, eux aussi, ils ont l'épaisseur de leur peau finit par diminuer, et donc de nouveau, eux aussi, ils peuvent avoir des brûlures qui sont plus profondes. Ils ont des problèmes de cicatrisation qui est en général ralentie, et ils ont de manière générale une perte de leur réserve physiologique qui va provoquer potentiellement des conséquences plus importantes lorsque la brûlure est plus élevée, avec probablement des problèmes de choc et de défaillance systémique plus fréquentes après. Alors venons-en, maintenant qu'on a posé un peu le décor, venons-en au fait, qu'est-ce qu'on va faire avec un patient brûlé au stade aigu? On va parler à la fois de l'extra-hospitalier et des urgences. Vous verrez que les deux, en fait, finalement, se mêlent assez bien. Et donc, l'idée est de commencer par une évaluation primaire. C'est maintenant quelque chose d'acquis. Tout le monde sait faire un ABCDE. On va voir un peu en quoi ça diffère chez le patient brûlé, ou en tous les cas, les points d'attention auxquels il faut prêter chez un patient brûlé. Première chose à bien savoir, c'est que cette évaluation primaire d'ABCDE, à ce stade-ci, elle ne s'intéressera pas spécialement à la brûlure. Elle va s'intéresser aux patients brûlés, mais pas spécialement à la brûlure, et c'est important parce qu'il ne faut pas louper certaines choses à faire dans un temps assez imparti. Donc la première chose à faire, c'est le A et le B, donc c'est l'airway et la ventilation. Qu'est-ce qu'on va faire dans le A et le B? Comme chez tout le monde, on va évaluer la pérennité des voies aériennes, on va évaluer aussi l'état respiratoire du patient, sa fréquence respiratoire, l'auscultation, la SpO2, et puis on va se poser la question, est-ce qu'il y a inhalation de fumée ou pas? Alors, inhalation de fumée, c'est quoi? Déjà, quand on dit inhalation de fumée, ça veut dire fumée, donc ça veut dire incendie. Donc, il ne faut pas chercher l'inhalation de fumée dans une brûlure qui est liée à un autre mécanisme. Donc, il faut qu'il y ait un contexte particulier. Inhalation de fumée, souvent dans un milieu clos. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand ça arrive? Eh bien, il y a une pénétration dans les voies aériennes de gaz mêlés avec des suies. Et qui vont pouvoir pénétrer au niveau des voies aériennes supérieures et potentiellement aussi au niveau des voies aériennes inférieures. Alors, qu'est-ce que ça comprend, cette inhalation de fumée? Donc, ça comprend des suies. Les suies, c'est quoi? Eh bien, ce sont des agrégats qui ont 3 caractéristiques. 1, une température élevée et qui donc vont pouvoir induire des lésions d'ordre thermique au niveau des muqueuses. 2, elles ont une taille qui peuvent parfois être non négligeables. Et donc, elles vont pouvoir aboutir à des obstructions de l'airway, en tous les cas distalement, si elles vont jusque-là. Et 3e problème, c'est qu'elles transportent des substances chimiques, et donc elles sont à l'origine de lésions plutôt de type chimique au niveau de la muqueuse. Alors, il n'y a pas que de la suie, il y a aussi des gaz quand on inhale de la fumée, et ces gaz, ils sont chauds, donc de nouveau une atteinte potentiellement thermique. Ils transportent par exemple du CO et du CN, donc du monoxyde de carbone et du cyanure, et donc potentiellement des intoxications associées, et ils peuvent aussi transporter d'autres substances. Donc on a un tableau qui peut être à la fois avec des lésions qui sont d'ordre thermique et des lésions qui sont d'ordre chimique, et qui vont pouvoir amener à des complications potentielles de manière soit aiguë, soit secondaire. Et quand on regarde en fibroscopie, parce que c'est le moyen diagnostique de choix pour établir ce diagnostic d'inhalation de fumée, et quand on regarde la fibroscopie bronchique, voilà ce qu'on peut trouver. La qualité n'est pas hyper bonne, mais c'est toujours un peu touchy de faire des photos de fibroscopie. Mais vous voyez quand même clairement ici, dans cette division bronchique, qu'on a des suies qui sont déposées sur la muqueuse. Parfois, ça peut être uniquement ce stade-là. Parfois, dans les lésions les plus graves, on peut voir des atteintes vraiment de type flicten, au niveau de la muqueuse respiratoire, voire même des zones de nécrose. En tous les cas, le plus souvent, ce sont des lésions comme ça qu'on peut observer. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir suspecter cette inhalation de fumée en termes cliniques? Eh bien, de nouveau, il y a plein de critères qui peuvent nous orienter. Ce sont a priori plusieurs critères de ce tableau qui peuvent vous orienter. La première chose, ce sont les circonstances, on l'a dit. Donc, c'est un incendie dans un milieu fermé ou alors éventuellement une explosion, mais de nouveau dans un milieu qui n'est pas ouvert à tout vent, puisqu'il faut qu'il y ait quand même une inhalation qui soit importante. Les signes fonctionnels, ce sont probablement les plus importants. Qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir comme signe fonctionnel d'inhalation de fumée? Eh bien, si on considère qu'on a une brûlure, une atteinte de l'airway haut, eh bien, on va retrouver une raucité de la voix, un stridor, potentiellement une dyspnée haute également. Et puis, si on considère qu'on a des lésions qui sont déjà un peu plus distales dans l'airway inférieur, eh bien, on peut se retrouver avec des sibilances potentiellement, de nouveau une dyspnée qui peut être un peu plus expiratoire potentiellement, une bronchorée, la présence de suie à la fois dans les expectorations, mais aussi
par exemple au niveau de la face et notamment au niveau des vibrisses. Donc ça, ce sont des signes que vous pouvez observer directement sur le patient, les brûlures des vibrisses. Évidemment, ça survient plus quand on a une brûlure de la face, mais ce n'est pas pour autant que s'il n'y a pas de brûlure de la face, il n'y a pas d'inhalation de fumée. On a parfois des patients qui arrivent sans aucune brûlure quasi, mais qui ont une inhalation de fumée. Donc les deux ne sont pas nécessairement liés. Et puis, méfiez-vous toujours d'une altération de conscience qui va pouvoir témoigner, dans ce cas-là, d'une intoxication OCO ou OCN. Et donc là, c'est vraiment le critère à prendre en compte. Altération de conscience va vous faire penser OCO et OCN, puisque une des règles de base, c'est qu'un brûlé, même s'il est sévèrement brûlé, même à 90% par exemple, il est toujours conscient. Donc un brûlé qui n'est pas conscient, il faudra chercher autre chose. Et ce autre chose, c'est dans un contexte particulier, l'intoxication OCO ou OCN, ou éventuellement un trauma, par exemple un trauma crânien, pourquoi pas, ou d'autres altérations en fonction du contexte clinique. Alors, l'intoxication OCO et l'intoxication OCN, vous savez probablement très bien comment il faut la gérer. L'intoxication OCO, c'est l'oxygénothérapie a priori normobare. C'est toujours compliqué de mettre des patients sévèrement brûlés dans un caisson hyperbare, non seulement parce que c'est compliqué de gérer une réanimation liquidienne dans un caisson hyperbare, et puis parce que ça complique aussi la prise en charge des plaies, en sachant que pas de pansement gras dans un caisson hyperbare, sinon ça fait pire que mieux. Donc en général, on en reste à du normobare pour les patients brûlés. Et puis l'intoxication au cyanure, elle est suspectée sur base de 3 critères importants. Ce sont donc 1, l'altération de conscience, 2, une instabilité cardiovasculaire qui est majeure à l'arrivée, et troisièmement, logiquement, puisque le cyanure vient bloquer la respiration mitochondriale, eh bien c'est la production de lactate en quantités qui sont significatives. Donc ce n'est pas une petite lactatémie qu'on découvre à la gazométrie, c'est vraiment une lactatémie profonde et qui signe là potentiellement une intoxication au cyanure. Et le traitement, c'est l'hydroxocobalamine, donc la vitamine B12, le cyanokite. Et chez l'adulte, chez l'adulte et chez l'enfant, c'est 70 mg/kg, et chez l'adulte, ça équivaut à 5 grammes, donc un flacon de cyanokite. Donc voilà pour gérer les intoxications liées à l'inhalation de fumée. Et donc, c'est maintenant qu'on va se poser cette fameuse question qui taraude probablement tous les esprits quand on prend en charge un patient sévèrement brûlé, c'est est-ce qu'il faut intuber, oui ou non, ce patient? Alors, c'est toujours la même question, c'est la question des brûlures de la face et du cou qui vont être la clé du raisonnement. Et donc ici, vous avez 2 exemples de brûlures, de patients brûlés qui étaient brûlés au niveau de la face et du cou et qui n'ont pas été intubés. Et au bout du compte, on a bien fait de ne pas les intuber. Alors, pourquoi est-ce qu'on a bien fait de ne pas les intuber? Parce que en fait, ce sont des brûlures qui sont certes de la face et du cou, mais qui sont superficielles. Ici, vous voyez que ce sont des brûlures du 2e degré superficiel, voire même peut-être un peu de 1er degré, mais et encore, ça, je pense que c'est plutôt du 2e degré superficiel ici. Donc 2e superficiel de la face et du cou, c'est caractéristique de ce qu'on a vu tout à l'heure. Pareil chez cet enfant, de nouveau, 2e degré superficiel. Et on a dit que le 2e degré superficiel, la peau restait extensible. Donc si la peau reste extensible, ça veut dire que certes, il va y avoir de l'œdème, mais cet œdème, il va finalement s'étendre vers l'extérieur sans compromettre les rouets. Donc finalement, oui, les patients vont être démassés, vont gonfler, mais sans compromettre du tout les rouets. Donc cet enfant-là, par exemple, le lendemain, si on va le revoir le lendemain, il a les yeux gonflés, il a les joues gonflées, il ne sait plus ouvrir ses yeux, mais il n'a pas du tout de danger au niveau de les rouets, et donc ce n'est pas une indication d'intubation chez ces enfants. Alors vous allez me dire, oui, mais est-ce qu'il ne vaut pas mieux intuber alors qu'on ne sait pas? Si, c'est sûr que si vous avez un doute, il vaut mieux intuber. Sauf qu'après, c'est quand même toujours un peu plus compliqué parce que de fait, ils vont gonfler et donc tout le monde va avoir peur après de les extuber. Ça risque de poser un peu plus de problèmes. Et puis, il y a ces brûlures-là. Donc, ces brûlures-là, c'est clair que ça fait peur. C'est un peu comme quand la Chine se tend en voyant arriver les Nippons. Ça fait peur de les voir comme ça. Ce sont des brûlures qui sont profondes. Ces brûlures, ce sont du 3e degré profond. On voit ces caractéristiques de ce qu'on a vu tout à l'heure. Ce sont des brûlures qui sont vraiment à la fois cartonnées, qui sont avec des lésions qui sont blanchâtres, voire même ici brunâtres, pleines de suie. Ce sont des patients qui n'ont pas l'air comme ça d'être en danger, mais qui vont l'être. De nouveau, ces brûlures-là, si on fait attention, ce sont des brûlures qui vont être cartonnées, qui vont être inextensibles. Et donc, qu'est-ce qui va se passer chez ces patients? On le voit très bien sur la photo de cet enfant. Ça ne va pas pouvoir gonfler vers l'extérieur. Ce qui va gonfler, c'est vers l'intérieur. Et donc, dans ces cas-là, évidemment, puisque la peau est inextensible, l'œdème va filer vers l'intérieur et compromettre complètement les voies aériennes. Et on voit ici chez cet enfant que qu'est-ce qui a pu encore gonfler vers l'extérieur? Eh bien, ce sont les zones non brûlées, de type muqueuse, par exemple, ici au niveau des yeux ou au niveau de la bouche. Donc, ces patients-là,
il n'y a vraiment pas besoin de tergiverser, il faut les intuber rapidement parce qu'après, ce sera trop tard. D'accord? Donc ça, c'est vraiment typiquement les lésions à intuber rapidement. Donc si on veut résumer la situation, quand on a une brûlure du visage et du cou, évidemment, on parle de brûlures qui sont étendues au niveau du visage. Et du coup, on ne parle pas d'une petite flictaine ou d'une petite lésion, même du 3e degré sur le visage. Eh bien, on doit les intuber pour autant qu'ils aient l'un des 3 critères qui va suivre, c'est-à-dire soit une atteinte profonde, soit une atteinte générale, donc une surface corporelle brûlée qui est très sévère, par exemple au-dessus de 60% de la surface cutanée, parce que là, on sait qu'on va avoir des œdèmes très importants. Et 3e critère potentiel, c'est soit une obstruction débutante des voies aériennes, soit une inhalation de fumée qui est confirmée. Et dans ces cas-là, c'est redevable d'une intubation endotrachéale. Donc, s'il y a moyen, on essaye de ne pas intuber les patients qui ont une petite brûlure du visage ou des patients qui ont des brûlures étendues du visage, mais plus superficielles. Alors, on peut passer maintenant au C. Maintenant qu'on a réglé ce problème d'intubation, on peut passer au C. Le C, ben ça ne change pas grand-chose par rapport à l'évaluation que vous faites d'habitude. C'est une évaluation circulatoire, évaluation de la perfusion périphérique. Et si la brûlure est sévère, c'est-à-dire chez l'enfant, plus de 10% de surface cutanée brûlée ou chez l'adulte, plus de 20%, eh bien, mise en place d'un cathéter et d'un remplissage. Le cathéter, on le met où on peut, si possible, pas en zone brûlée, mais si pas possible, on le met en zone brûlée. Et si le patient est sévèrement brûlé et qu'il a besoin de remplissage et qu'on n'arrive pas à mettre un cathéter, on met une intra-osseuse parce que ce qui permet d'améliorer le pronostic du patient, c'est le remplissage précoce. À l'heure actuelle, les patients brûlés ne meurent plus d'un problème de sous-réanimation liquidienne, ils meurent plus tard de problèmes infectieux, mais parce qu'on les remplit précocement, et c'est une des règles de base. Alors, comment est-ce qu'on fait pour les remplir, ces patients? Eh bien, la première heure, ce n'est pas la peine de se tracasser, en tous les cas au tout début, la prise en charge initiale, ce n'est pas la peine de se tracasser de formules particulières. Il existe des moyens assez simples de pouvoir commencer le remplissage chez les patients brûlés. Selon la SPAR, donc la Société française d'anesthésie-réanimation, c'est 20 cc par kilo sur la première heure, que ce soit chez l'adulte ou chez l'enfant. C'est assez facile à retenir, c'est quelque part ce qu'on fait globalement quand on va faire un remplissage. Et l'American Burn Association, donc l'ABA, a donné des règles un peu plus particulières en fonction de l'âge. De nouveau, ça fait référence aux particularités physiologiques, mais je vous conseille de retenir les 20 cc par kilo pour la première heure, que ce soit chez l'adulte ou chez l'enfant, et idéalement avec un cristalloïde balancé, c'est-à-dire du Hartmann, de manière historique. On a toujours utilisé le Hartmann. Maintenant, on a d'autres liquides balancés, comme par exemple le plasmalite, mais jusqu'à présent, il n'y a encore eu aucune étude qui a comparé le remplissage à base de Hartmann versus plasmalite. Donc, la règle un peu de base et bête et méchante, c'est de prendre du Hartmann. En tous les cas, éviter le NaCl 0,9%. Alors, encore quelques règles marquées en rouge qui valent la peine d'être retenues. C'est qu'il faut bien savoir qu'un brûlé, il peut être choqué de manière différée, mais il ne sera jamais hémodilué. Il sera toujours hémoconcentré puisque le problème majeur, c'est la fuite de liquide au niveau vasculaire. Et donc, si vous avez affaire à un brûlé qui est anémique à l'arrivée à votre première prise de sang, ce n'est pas possible, il faut chercher autre chose. Il faudra chercher une hémorragie, par exemple un traumatisme associé. Ça dépendra du contexte que vous avez observé. Et deuxième règle de base, c'est que le choc n'est pas immédiat. Donc, si vous trouvez votre patient sur place, vous allez en SMUR et vous voyez un patient qui a eu, je sais pas, qui a été victime d'un gros incendie et que vous le trouvez choqué à ce moment-là, ce n'est pas la brûlure. La brûlure, elle n'induit pas un choc immédiat. Ce qui peut induire un choc immédiat, c'est autre chose, c'est-à-dire un trauma associé, par exemple un choc hémorragique ou autre chose, mais il faudra rechercher ça en tous les cas et rechercher aussi un choc lié à une intoxication au CO ou au cyanure. Donc, bien retenir ça, ça va vous permettre de vous orienter quand vous verrez un patient brûlé qui ne se comporte pas comme il devrait ou comme vous pensez qu'il devrait se comporter. Alors, on en arrive aussi au D, l'évaluation neurologique. On a vu pourquoi c'était important pour essayer de mettre en évidence potentiellement des intoxications. Il n'y a rien qui diffère dans le D d'un ABCDE classique. Donc, c'est en général la VPU chez l'adulte qui est le plus facile à mettre en œuvre. Et puis, il y a le E. Alors le E ici, regardez bien, en fait, on ne s'intéresse toujours pas à la brûlure de manière précise. Ce qu'on va faire, c'est essayer de retirer les vêtements si c'est possible. Le but, c'est d'essayer de limiter le processus thermique et de faire un examen général à la recherche de lésions associées.
Ces lésions associées, ça peut être par exemple un trauma, ça peut être par exemple une intoxication, on parle de ça, mais surtout visible un trauma. Par exemple des fractures, un papy qui est tombé dans sa douche par exemple et qui a des brûlures et qui a une fracture de cheville, eh bien c'est la fracture qu'il faudra traiter en premier et pas la brûlure. D'accord? Donc ces lésions associées, elles passent en premier lieu par rapport à la brûlure. Et puis il y a cette fameuse question, hein, on a vu les questions d'intubation qui étaient toujours un peu les mêmes, eh bien il y a cette fameuse question du cooling, est-ce qu'on doit faire un cooling ou pas? Eh bien la question du cooling, c'est la question entre la balance entre le bénéfice et le risque. Le bénéfice, on le sait tous, ça permet de diminuer la douleur, ça permet aussi potentiellement d'éviter, enfin de limiter l'approfondissement des lésions tissulaires, mais la rançon de ça, c'est le risque hypothermique. Le risque hypothermique, on l'a vu, ce risque est déjà important chez un patient brûlé qui a perdu de la protection, sa barrière cutanée. Et le problème de l'hypothermie, c'est que si on finalement on rend le patient hypotherme, qui dit hypothermie dit vasoconstriction, qui dit vasoconstriction dit potentiellement diminution de la perfusion au niveau des zones brûlées et donc approfondissement secondaire, en plus de l'atteinte de l'hypothermie systémique que l'on connaît avec des problèmes notamment par exemple de coagulation. Donc la question c'est, est-ce que je dois faire un cooling ou pas? Eh bien, il y a quelques années, on avait fait un procon comme ça avec Marc Ripart, et on était arrivé à une règle qui est assez facilement mémorisable, c'est la règle des 3x20, en tous les cas elle marche chez l'adulte. Donc chez l'adulte, on peut faire un cooling si la surface corporelle est inférieure à 20%, on revient à ce fameux 20% qui caractérise la surface grave ou pas, et donc chez l'enfant, on va mettre ce cutoff à 10%, et on va faire ce cooling pendant 20 minutes avec une température de l'eau à 20 degrés, c'est-à-dire une température ambiante, par exemple des bouteilles d'eau que vous auriez à disposition dans une cuisine par exemple. Attention, on ne fera pas ce cooling si le patient est choqué, donc c'est-à-dire s'il a un trauma ou s'il a une intoxication autre, et on ne le fera pas non plus chez le nourrisson ou chez le vieillard, puisqu'on a vu au tout départ que ces patients étaient beaucoup plus sensibles à l'hypothermie, et donc on ne va pas en plus aller leur mettre quelque chose en plus. Donc retenez bien ça, le cooling c'est 20%, 20 degrés, 20 minutes, et pas si chez les enfants inférieurs à 10%, pas si choc et pas si nourrisson et chez le vieillard. Donc c'est vraiment important d'essayer de respecter ces choses-là, de ne pas verser dans le risque plus important que le bénéfice, en tous les cas, en cas de brûlure sévère. Et puis une fois qu'on aura fait ça ou pas, quoi qu'il arrive, une fois qu'on ait fait le cooling ou pas, il va falloir penser à réchauffer le patient et donc le couvrir avec une couverture isotherme, par exemple. En tous les cas, par exemple, réchauffer l'ambulance quand on est sur un SMUR. Et ce n'est que maintenant, en fait, qu'on va pouvoir s'occuper de l'évaluation secondaire qui va s'intéresser à la brûlure en particulier et qui va caractériser un peu toute la gravité de la surface brûlée. La première évaluation, c'était le patient, et maintenant, c'est la brûlure. Alors, qu'est-ce qu'on va essayer de comprendre par rapport à cette brûlure? Eh bien, dans un premier temps, c'est l'histoire de l'accident. C'est hyper important d'avoir une histoire précise de l'accident pour pouvoir comprendre potentiellement les complications auxquelles on va faire face, notamment par exemple des intoxications, des traumas ou des choses comme ça. Donc le mécanisme est important, les circonstances sont importantes. Petite parenthèse, chez l'enfant, avoir toujours un seuil d'alarme éventuellement pour une maltraitance. Les brûlures chez l'enfant qui sont caractéristiques d'une maltraitance, c'est ce qu'on appelle les brûlures en chaussettes. Donc c'est des brûlures qui atteignent les pieds et les chevilles de manière assez symétrique des deux côtés. Ça témoigne le fait que l'enfant a été plongé, était soulevé et plongé dans de l'eau chaude. Ça peut être aussi des brûlures du périnée. Et ce qui doit aussi vous alerter, ce sont des brûlures qui ne sont pas classiques par rapport au mécanisme qu'on vous explique. Donc ça arrive, malheureusement, chez les enfants, cette maltraitance, elle est pas que dans les bouquins, elle se voit et ça vaut la peine d'être alerté précocement pour pouvoir mettre en place des protections pour cet enfant. Et deuxième chose importante à évaluer quand on fait l'historique de l'accident, c'est le timing de l'accident, c'est-à-dire à quelle heure est-ce que l'accident a eu lieu, puisque le remplissage, il va débuter au moment de l'accident et pas évidemment au moment où vous le prenez en charge ou au moment où il arrive aux urgences. Donc c'est vraiment important d'avoir un timing assez précis de la situation. Après ça, on s'intéressera à l'histoire médicale du patient et chose importante à relever, c'est son poids. On va avoir besoin d'un poids pour pouvoir déterminer après le remplissage. Et puis c'est seulement maintenant qu'on va pouvoir s'atteler à faire, maintenant qu'on a sécurisé entre guillemets le patient d'un point de vue ABCDE, c'est maintenant qu'on va pouvoir s'atteler à faire un bilan un peu plus précis de la gravité de la brûlure avec un diagnostic de surface un peu plus précise et un diagnostic un peu plus précis de profondeur aussi. Le plus important, c'est d'abord la surface et puis la profondeur, quoique on va avoir besoin quand même de la profondeur pour évaluer s'il n'y a pas des gestes à faire dans un délai un peu plus prolongé.
Et puis donc en fonction de tout ça, on va pouvoir maintenant ajuster le remplissage en fonction de cette surface cutanée brûlée et en fonction du poids. Et pour ça, on va utiliser des formules prédictives. La plupart, vous connaissez probablement tous la formule de Parkland, qui est la plus utilisée et qui est celle qui est recommandée maintenant dans les guidelines. Il en existe plein d'autres dans la littérature qui varient en fonction du soluté qui est utilisé. Ça peut même être des dérivés sanguins, par exemple. En tous les cas, ce sont des formules qui sont prédictives. Ça veut dire qu'elles donnent un indice par rapport aux besoins en remplissage. Elles ne correspondent pas nécessairement aux besoins du patient. Ça donne une idée, ça n'empêchera pas après qu'il va falloir monitoriser la situation. Et donc cette formule de Parkland, elle dit quoi? Elle dit qu'on va donner 2 cc par kilo et par % de surface corporelle brûlée entre H0, donc l'heure de l'accident, et H8. De nouveau, pourquoi H8? Parce qu'on se souvient que dans la physiopathologie de la brûlure, la fuite liquidienne elle est majeure dans les 8 premières heures, donc c'est logique qu'on compense un peu plus pendant les 8 premières heures. Et puis dans les 16 heures qui suivent, on va donner 1 cc par kilo et par %. On n'oubliera pas de mettre chez les enfants des apports de base, donc la fameuse règle des 4-2-1 à base de glucosé chez l'enfant. Et de nouveau, le remplissage lié à la brûlure, il est plutôt sur une base de Hartmann. Et donc, comme on le disait, le problème de ces formules, c'est que ce sont des formules qui sont prédictives, et donc il va falloir monitorer ce remplissage, un monitoring qui doit être horaire. Pourquoi? Parce que quand on a des volumes de remplissage qui sont énormes, par exemple, on imagine un patient à 80% de surface brûlée qui pèse 90 kg ou même 100 kg, on imagine assez bien les volumes énormes de remplissage. Et donc, si on laisse dériver un peu trop, on va finalement vite avoir soit trop peu, soit beaucoup trop. Donc, c'est important d'avoir un monitoring qui soit horaire. Et sur quoi est-ce qu'on va baser ce monitoring? Eh bien, le plus simple, c'est la diurèse. C'est ce qu'on a le plus facilement. Attention à des pièges. C'est pas parce qu'on a une diurèse qui est basse qu'il faut vraiment remplir. Donc, à associer avec d'autres paramètres tels que, par exemple, la tension artérielle, la fréquence cardiaque, bien sûr, mais ne pas oublier l'hémoglobine, puisque au fur et à mesure, on va voir cette hémoglobine qui était haute au départ, on va la voir s'abaisser un petit peu. Les lactates, par exemple, enfin tout ce que vous connaissez comme suivi de réanimation cardio-circulatoire. Donc vraiment de manière horaire, le but étant de maintenir le plus possible une volémie qui soit minimale efficace. Les 2 mots, en tous les cas, les 2 derniers mots sont très importants, minimale et efficace. Alors évidemment, on veut que ce soit efficace parce qu'on veut éviter le sous-remplissage qui va aboutir à des défaillances d'organes et potentiellement une aggravation de la profondeur des brûlures, mais on veut qu'elle soit minimale aussi parce que on sait maintenant que surremplir les patients, ça finalement aboutit à une morbidité et une mortalité qui est beaucoup plus importante, puisque ces patients vont développer des problèmes d'RDS, de syndrome compartimental abdominal, et ce qu'on oublie parfois et qu'on ne monitorise pas du tout, mais des problèmes d'hypertension intraoculaire et des problèmes d'hypertension intracrânienne potentiellement. Donc voilà un peu le challenge du remplissage du patient brûlé. C'est pas si simple, mais il faut vraiment être au taquet pour ne pas laisser passer quelques heures bêtement. Et puis après, on s'intéressera à la douleur, évidemment. Vous allez me dire, ouais, mais ça arrive tard. Oui, mais enfin, au bout du compte, tout ce qu'on a fait, le ABCDE, là, ça nous a pris 30 minutes, mais sur place, ça ne va pas prendre 30 minutes a priori, sauf si on doit faire des gestes techniques. Mais la douleur, finalement, elle arrivera assez rapidement. Et donc, il faut la prendre en charge. En préhospitalier, ce sera souvent basé sur des morphiniques. À l'hôpital, s'il y a moyen, on peut essayer de prendre en charge la douleur de manière pharmacologique, mais aussi non pharmacologique, d'autant plus chez les enfants, en essayant de ne pas induire trop de crainte pour les pansements suivants. N'oublions pas que ces patients vont devoir avoir des pansements et des soins qui vont être répétés et parfois prolongés. Et donc, si on peut prendre en charge la douleur dès le départ de manière correcte, eh bien, je pense que ça nous fera gagner, et pour nous et pour les patients, pas mal de choses pour la suite. Et puis après, on va gérer les plaies. Vous avez vu qu'au bout du compte, les plaies ici, on s'en occupe très tardivement. C'est logique puisque ce n'est pas la priorité. On va les couvrir. Ça, c'est valable à la fois en préhospitalier et aux urgences. Si on a besoin, si le patient reste trop longtemps aux urgences, que vous ne pouvez pas le transférer parce que, par exemple, ce sont des situations d'afflux massif de patients brûlés, il faudra penser à faire des escharotomies si les brûlures sont circulaires et profondes, et ça dans les 6 heures qui suivent l'accident. Pour ça, il faut se référer au chirurgien plasticien. Et puis, on fera si on doit le faire, des pansements. Alors, comment est-ce qu'on couvre ces plaies? C'est toujours la fameuse question. En tous les cas, en préhospitalier, la réponse, elle est assez simple. Ce sont des compresses sèches.
Donc, vous mettez des compresses sèches sur les plaies, c'est la manière la plus simple de gérer. Parce que de toute façon, quand on va arriver dans un centre de brûlé, on va de toute façon ouvrir le pansement, on va devoir de toute façon refaire. Donc, ça ne sert à rien d'avoir mis des pommades et qu'on doit de toute façon les enlever et recommencer à zéro. Et deuxièmement, ça veut dire aussi qu'on essaye d'éviter les couvertures, enfin les compresses à base d'eau, les water gel par exemple, de nouveau dans la même optique que le cooling. Donc les water gel par exemple, c'est OK si vous avez une brûlure de moins de 20%, et si vous n'êtes pas un vieillard, si vous n'êtes pas un nourrisson et si vous n'êtes pas choqué. Mais si vous avez des brûlures qui sont plus de 20% chez l'adulte ou plus de 10% chez l'enfant, les water gel, elles vont aboutir au même risque d'hypothermie que si vous faisiez un cooling. D'accord? Donc, a priori, des compresses sèches et c'est très très bien. Par contre, si votre patient a besoin de rester aux urgences et qu'il y a besoin de faire des pansements ou que le patient ne doit pas nécessairement aller dans un centre de brûlé, on va voir les critères juste après, et bien dans ce cas-là, on peut faire un pansement. Et donc, ce pansement, il va dépendre à la fois de l'étendue de la brûlure et du caractère propre ou sale de cette brûlure. Il y a plein de pansements qui existent sur le marché. Il n'y a pas une recette qui est meilleure que l'autre. L'idée, c'est de savoir ce qu'on attend de ce pansement. Est-ce que c'est une brûlure qui est peu étendue, donc c'est-à-dire avec un faible risque infectieux et qui par contre est fort exudative, eh bien alors on va mettre un pansement plutôt absorbant. Si par exemple c'est une brûlure qui est très étendue, qui est donc à risque infectieux important, ou une brûlure qui est déjà contaminée au départ, alors on va privilégier un pansement à base d'antiseptiques. En gros, si on a déjà cette dichotomie-là, ça permet déjà de choisir. Et après, il n'y a pas de mauvais choix en termes de pansement a priori. En tous les cas, dans les premières heures, tout est faisable, pour autant qu'on ait un peu réfléchi à ce qu'on attend de ce pansement. Et puis après, sûrement que vous prendrez votre téléphone et puis que vous ferez « Allô, centre des brûlés ». Et puis là, on va essayer de diriger un peu le patient en fonction de la gravité et en fonction de l'âge du patient. Je ne sais pas si vous savez, mais en Belgique, il y a 6 centres de brûlés. Il y a forcément celui de Liège, qui est le meilleur, comme vous vous en doutez. Mais il y a aussi d'autres centres qui sont un peu plus excentrés. Il y a l'Overval, il y a l'hôpital militaire à Nederhove-Rundbeek, et puis il y en a 3 en Flandre. Leuven, Gand et Anvers. Et alors en rouge ici, petit, vous voyez que je ne l'ai pas mis de la même manière parce que ce n'est pas un centre agréé, mais il y a des lits de prise en charge brûlée pédiatrique à l'hôpital des enfants à Bruxelles. Alors, quels sont les critères de transfert vers un centre de brûlé ou les critères qui vont vous permettre de dire ce patient-là, je peux encore attendre? Eh bien, ça, ce sont des critères de transfert irrévocables vers un centre de traitement des brûlés. Il faut savoir que les critères d'admission dans un centre de brûlés sont régis par un arrêté royal qui date de 2007 et globalement, ça reprend ces critères-là. Donc, chez les adultes, les critères majeurs, ça, quelque part, ça reprend tout ce qu'on a déjà dit. Il n'y a pas de nouveauté. On arrive aux choses qu'on a déjà évoquées juste avant. Donc, chez l'adulte, brûlure thermique de plus de 20% ou 3e degré à plus de 5%. OK. Forcément, inhalation de fumée, trauma associé, une brûlure circulaire et profonde va dans un centre de brûlé puisqu'elle aura besoin d'une chirurgie. Des brûlures profondes sur des zones à risque fonctionnel. Ça, c'est aussi un critère d'admission en centre de brûlé. C'est quoi les zones à risque fonctionnel et ou esthétique? C'est la face, ce sont les mains, ce sont les pieds et le périnée. Donc ça, ce sont des brûlures qui nécessitent un transfert en centre de brûlé. Certains parlent aussi des zones articulaires, parce qu'à terme, les zones articulaires sont à risque d'avoir des séquelles fonctionnelles. Et puis les brûlures électriques à haut voltage sont aussi à mettre en centre des brûlés. Chez les enfants, c'est un peu la même chose, globalement, sauf que les critères de pourcentage de brûlure sont de nouveau liés à l'enfance, donc 10%. Les nourrissons, on a dit qu'ils étaient plus gravement atteints, donc forcément, ils viennent en centre de brûlé. Et toute brûlure électrique ou chimique chez l'enfant vient en centre de brûlé. Il y a des critères qui permettent de se dire que on va probablement attendre un tout petit peu ou alors on n'est pas obligé de transférer tout de suite. Ça, c'est plutôt dans des conditions potentiellement d'afflux massif. S'il n'y a pas d'afflux massif de brûlés, autant les mettre dans un centre de brûlés. Ce sera plus facilement gérable. Donc, ce sont des critères qui sont un peu intermédiaires, donc des brûlures en dessous de 10% ou avec des comorbidités ou avec un patient qui est plus âgé. Ce sont déjà des brûlures qui sont justement sur des zones à risque. Ces brûlures-là, autant les mettre dans un centre de brûlés. Chez les enfants, la brûlure thermique entre 5 à 10% au-delà d'un an, on peut se poser la question, si on a de la place dans un centre de brûlés, autant l'y mettre, ce sera d'autant plus intéressant. Et puis, les cas dans lesquels on peut se dire il n'y a pas besoin d'un avis immédiat dans un centre de brûlés, mais par contre, il est recommandé d'avoir un avis dans les 48 heures dans un centre de brûlés, eh bien, ce sont les brûlures qui sont chez l'adulte en dessous de 10% de 2e degré ou de 3% de 3e degré, pour autant qu'il
il n'y ait pas de terrain particulier, il n'y ait pas de brûlure circulaire et il n'y ait pas de localisation à risque. Et chez l'enfant, eh bien, ce sont les critères a priori similaires en termes, adaptés à l'enfant, donc 5% de 2e degré, pour autant que, de nouveau, on n'ait pas un nourrisson ou qu'on n'ait pas de terrain particulier ou des zones à risque, par exemple. De toute façon, n'hésitez pas à téléphoner. On peut toujours discuter de tous les cas possibles et donc on peut aiguiller par rapport à l'orientation du brûlé. Alors, il nous reste à faire quelques petites précisions sur des brûlures électriques et sur des brûlures chimiques parce que vous allez voir que ça peut franchement compliquer les choses. Quand on parle de brûlures électriques, on parle de lésions qui sont en lien avec donc, le passage du courant à travers le corps. Alors, les lésions, elles vont être liées à... la gravité des lésions va dépendre de différentes caractéristiques par rapport à ce courant. En général, le type de courant est important. L'alternatif est beaucoup plus dangereux que le courant continu. C'est la tension, le voltage qui va brûler et c'est l'intensité, l'ampérage qui va tuer. C'est l'intensité qui va être en lien avec les effets moteurs, notamment au niveau des cellules musculaires, cardiaques et squelettiques, alors que c'est plutôt la tension et le voltage qui va être lié au dégagement de chaleur. Mais c'est aussi fonction du trajet du courant, évidemment, ça dépend par où il passe, ça dépend du temps de contact et ça dépend aussi donc, du trajet et de la résistance que ce courant va rencontrer à travers son passage. Et on distingue deux types de tissus. On distingue les tissus à basse résistance, qui sont les tissus de type nerveux, vasculaire et liquidien. Et dans ce cas-là, le courant va pouvoir traverser sans faire de dégâts. Par contre, dans les tissus qui vont opposer une grande résistance au passage du courant, c'est-à-dire la peau, les muscles, les os et le cartilage, eh bien, il va y avoir un dégagement de chaleur important au passage de ce courant. On considère que les brûlures à haut voltage, donc on dit c'est un critère d'admission dans un centre de brûlée, eh bien, c'est au-dessus de 1000 volts. Les brûlures en dessous sont considérées comme bas voltage. Alors, quelles sont les conséquences de ce passage de courant à travers le corps? Eh bien, vous allez voir que ça peut donner tout et n'importe quoi. D'où l'intérêt d'avoir un bilan initial qui soit précis pour rechercher ce genre de complications et d'avoir un look après une surveillance parce qu'il y a des choses qui peuvent être différées. En tous les cas, le plus grave, c'est évidemment au niveau cardiaque. On peut avoir des problèmes d'arythmie maligne, évidemment, et d'ARCA, c'est ce qu'on appelle une électrocution. Hein, un ARCA sur électrisation, ça s'appelle une électrocution. On peut avoir des problèmes d'infarctus, il y a des atteintes vasculaires myocardiques, des ruptures de piliers avec des insuffisances valvulaires qui peuvent être catastrophiques, des problèmes vasculaires, thrombose, rupture de parois, des problèmes neurologiques, évidemment, avec des problèmes de coma, mais aussi des problèmes de lésions médulaires ou de lésions des nerfs périphériques. On peut avoir des problèmes respiratoires. Dans ce cas-là, ça peut être par exemple une tétanisation du diaphragme qui va provoquer une apnée complète et donc une hypoxémie en tous les cas. Ça peut avoir des lésions pulmonaires et des pneumothorax, par exemple. On peut avoir une toxicité rénale avec des atteintes tubulaires. On peut avoir des problèmes de perforation digestive, d'éventration, d'iléus. Les fameuses fractures qui sont liées à une tétanisation musculaire, c'est pas impossible non plus. Donc, de nouveau, on arrive au trauma et potentiellement à un tel choc associé. Et puis, au niveau musculaire, ce que vous allez rencontrer le plus souvent, ce sont les syndromes de Loge qui sont liés au traumatisme musculaire, éventuellement surajoutés avec des thromboses vasculaires qui peuvent avoir une niche, qui peut induire une ischémie musculaire, et puis ce fameux œdème généralisé. En tous les cas, au niveau ophtalmo, il y a aussi des potentielles complications, mais qui ne sont pas tout de suite, mais ça vaut la peine de les avoir en tête pour suivre le patient par après. On peut avoir des cataractes, notamment chez les patients qui ont été électrisés. Et alors, au niveau cutané, le piège, c'est que vous n'allez pas voir grand-chose au bout du compte, puisque tout ce qui est interne, vous n'allez pas le voir. Et ce que vous allez voir, c'est en général un point d'entrée, un point de sortie, en fonction du contact que le patient a avec la source électrique. Un point d'entrée et un point de sortie qui sont souvent typiquement très profonds et très circonscrits. Donc ça vous permet de caractériser ce point. Et puis, sur le passage du courant, par exemple, ici, ce patient qui avait un point d'entrée sur la main, on ne le voit pas, et un point de sortie au niveau des pieds, eh bien, ce qu'on peut observer, c'est une brûlure qui souvent n'est pas très profonde, est assez superficielle sur le trajet du courant. Attention, ce n'est pas parce que ça n'a l'air de rien ici que ça ne va pas être catastrophique. Ce patient-là, avec un peu de chance, il va avoir des fasciotomies, donc pas des escharotomies, des fasciotomies au niveau des loges de l'avant-bras et au niveau des loges du bras, parce qu'il va y avoir des lésions musculaires et des problèmes d'œdème associés. Et donc, le gros problème de la brûlure électrique, c'est que ce que vous voyez, c'est le sommet de l'iceberg. Ça n'est pas du tout ça ne reflète pas du tout la gravité de la situation. Et donc, c'est ce qui va aussi avoir un impact sur la gestion liquidienne de ces patients. Donc, ne remplissez pas sur base de la surface cutanée brûlée visible. Il faut remplir sur base empirique d'un débit urinaire. Et on dit que pour la brûlure électrique, on vise un débit urinaire entre 1 à 2 cc par kilo et par heure.
au contraire de la brûlure thermique pour laquelle on est content avec 0,5 cc par kilo et par heure. Certains disent qu'il faut mettre du bicarbonate dans l'idée d'avoir une rhabdomyolyse et de contrecarrer ça. Il n'y a pas vraiment d'études qui ont montré la supériorité. Ce qui compte plutôt, c'est le remplissage. Il faudra avoir évidemment un monitoring qui soit rapproché, à la fois au niveau cardiovasculaire, vous avez bien compris, et au niveau neuro aussi. On pense à mettre des antiagrégants, puisqu'on a un risque de thrombose vasculaire, et on pense à avoir un avis chirurgical, peu importe l'aspect de la lésion, puisqu'on a des risques d'avoir des atteintes musculaires et des syndromes de Loge. Et puis dernière petite chose sur les brûlures chimiques qui sont globalement le plus fréquentes dans des milieux, dans des accidents de travail. Le plus souvent, ce sont des patients, enfin des patients qui sont en âge de travailler et qui se brûlent dans des contextes de travail ou de bricolage à la maison, notamment sur le ciment. Les patients qui bricolent et qui se brûlent sur les genoux avec des brûlures par ciment. Le problème de ces brûlures, c'est qu'on peut avoir deux choses. Un, une atteinte cutanée, dont la profondeur va être variable, mais souvent les brûlures chimiques sont des brûlures profondes. Mais par contre, la surface est souvent plus limitée. Donc vous aurez rarement des brûlures chimiques qui s'étendent au-delà de 10% par exemple. Mais par contre, ce sont des brûlures qui sont embêtantes parce qu'elles sont plus profondes. Et puis attention, derrière ça, il peut y avoir la toxicité systémique de l'agent vulnérant en fonction de sa nature et en fonction potentiellement d'une résorption cutanée ou une inhalation de vapeur, par exemple, ça peut induire des conséquences. Et donc, la clé dans ces cas-là, c'est de se renseigner auprès du centre antipoison, en tous les cas d'avoir la connaissance du produit qui a été utilisé pour pouvoir anticiper les complications. Alors, comment est-ce qu'on les prend en charge? Eh bien, on les prend en charge par un lavage qui est abondant. Ici, on ne parle plus de cooling, ce n'est pas du tout le même objectif. Ce n'est pas un objectif de douleur et ce n'est pas un objectif de profondeur. C'est vraiment un objectif de lavage de l'agent chimique, donc de vraiment d'épuration, si vous voulez, de l'agent qui est en contact de la peau. Et donc, c'est un lavage qui doit être immédiat, abondant et vraiment prolongé. Donc, on a oublié la règle des 3 × 20. On est vraiment sur un autre concept, mais c'est toujours de la température ambiante, évidemment, le but n'étant pas de refroidir le patient. À Liège, je ne sais pas si, enfin, à tous les cas, c'est typiquement liégeois ce truc. La diphtérine, c'est une substance qui est amphotère, ça veut dire qu'elle peut chélater à la fois les bases et les acides, et qui est pourquoi ici, j'en sais rien, enfin, utilisée très souvent sur la province de Liège, sans aucune preuve scientifique, quasi. Et pourtant, ça marche, ça soulage les patients et ça permet de diminuer la douleur et potentiellement diminuer la profondeur des lésions et l'atteinte lésionnelle. Donc, c'est utilisable à la fois par voie topique cutanée, notamment rinçage au niveau des yeux. Beaucoup d'industries ont ces poches de diphtérine dans leurs locaux. Ça peut être aussi utilisé en inhalation, pourquoi pas en nébulisation en tous les cas, et parfois même ingéré par voie pérosse. Il faut se méfier des antidotes, de l'antagonisation d'un acide par une base et de l'inverse, parce que forcément ça peut aboutir à des réactions exothermiques et donc faire pire que mieux. Par contre, il y a parfois des antidotes spécifiques qu'il faudra pouvoir utiliser et référer dans un centre de brûlé parce que potentiellement une indication d'excision précoce, le but étant de limiter justement le contact de la substance chimique et donc l'approfondissement des lésions. Et donc une petite particularité ici sur l'acide fluorhydrique, parce que ça peut être dévastateur en termes de conséquences. L'acide fluorhydrique est un acide qui va se lier fortement avec le calcium et donc potentiellement provoquer une hypercalcémie si la surface atteinte est supérieure à 1%. Donc 1%, pour rappel, c'est une main. Ça n'a l'air de rien, mais donc on peut se dire, ah ben c'est rien, c'est moins d'1%. Elle avait toujours dit que c'était moins de 20%, la gravité. Oui, sauf que ici, c'est pas la même chose. Donc vous voyez que ça peut ressembler à ça comme lésion. C'est pas grand-chose, mais les patients crèvent de mal. Et si ça dépasse 1% de surface brûlée, risque d'hypocalcémie systémique et donc de troubles du rythme cardiaque, voire même d'arrêt cardiaque. Donc une brûlure à l'acide fluorhydrique nécessite un traitement par calcium, soit en application topique avec des gels de calcium, mais ça peut aussi, notamment, et ça vous allez croire que je suis folle, mais c'est pas vrai, ça peut s'injecter par voie intra-artérielle. On peut mettre, c'est potentiellement la seule chose qu'on peut mettre par voie intra-artérielle, mais par exemple pour un patient brûlé ici au niveau des extrémités distales, eh bien si on met un cathéter dans l'artère radiale et qu'on perfuse du calcium, le patient va vous envoyer des chocolats à vie, tellement il sera soulagé de sa douleur. Donc ça vaut la peine. Ce sont des choses qu'il faut savoir et qui peuvent se faire de nouveau dans un centre de brûlis. Voilà, c'est la fin. Alors, quelques petits messages clés avant de repartir. Donc, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que chez un patient brûlé, l'importance d'une évaluation initiale qui soit la plus précise possible, la plus complète possible. Retenez que la gravité se définit au-delà de 20% chez l'adulte et de 10% chez l'enfant.
qu'une brûlure sévère, il faudra faire attention au remplissage qui doit être précoce, à la gestion de l'airway, aux intoxications potentielles et à l'hypothermie. Et que si jamais vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas, on est toujours disponible nuit et jour pour répondre à vos questions. Oh, ça fait bizarre, oui. Tout ce que je vous ai dit là, c'est dans des nouvelles guidelines qui sont pas nouvelles, elles datent déjà d'il y a 3 ans maintenant, qui sont parues, qui ont été éditées par la SFAR, la Société française d'anesthésie et réanimation. C'est en français. Enfin, on peut les trouver en français sur le site. Ça reprend tout ce qu'il faut faire à la phase aiguë. Si ça vous intéresse, les brûlés, un petit bouquin bien sympa, facile à lire qu'on a fait avec l'équipe du Centre des brûlés. Et puis, je voudrais ne pas vous quitter sans vous parler du film Sauve une vie. Je suppose que vous connaissez déjà la version 1 et la version 2. Non? Ah bah alors, je vous enjoins à aller faire le Sauve une vie. Ce sont des films qui sont des films interactifs éducatifs dans lesquels vous pouvez prendre en charge des patients. Le premier volet, c'était l'arrêt cardiaque. C'était sauver le cœur de Cathy. Le deuxième volet, c'était le polytrauma. Et je vous donne en mille. Le troisième volet, c'est un brûlé. C'est Adrien de Viver qui est le patient brûlé, pour de faux, hein, bien sûr. Et donc, le film sort le 29 mars. Donc, à vos écrans, à vos claviers, pour aller challenger la prise en charge d'Adrien. Et je suis disponible pour vos questions. Merci, Dr Rousseau, pour cet exposé relativement fort intéressant. Au vu de ce qu'on a vu passer sur le chat, etc., franchement, eh ben voilà. Je vais peut-être commencer par voir si dans l'Assemblée ici, il y a des questions en direct, éventuellement. Oui, Marie? Alors, Donc la question de Marie, c'est de voir en prise en charge initiale, en intra-hospitalier ici en l'occurrence, corrige-moi si je dis une bêtise par rapport à ta question, c'est dans les brûlures du 2e degré, voir s'il y a un intérêt ou pas à percer les flictènes. Alors, oui, il y a un intérêt, parce que tant qu'on ne perce pas, on n'a pas le diagnostic du sous-sol, et donc on ne sait pas si c'est superficiel ou profond. Deuxième intérêt, c'est d'éviter un milieu de culture qui soit adoré par les bactéries. Donc la règle, a priori acceptée par tous les experts, c'est de vidanger la flictène et de l'exciser. Donc pas uniquement la vidanger, mais l'exciser. Sauf en général au niveau des paumes de main et des plantes de pied, parce que franchement, ça fait super mal. Donc dans ces cas-là, on ne fait que les vidanger, on ne les excise pas. Mais en tous les cas, les vidanger, c'est le minimum, et exciser ailleurs pour déjà avoir un diagnostic et pour éviter un milieu de culture, quoi. Une autre question, ici dans l'Assemblée? Si ça revient, n'hésitez pas à m'interpeller. Il y a plusieurs questions qui sont arrivées sur le chat, donc je vais les reprendre tour à tour. On a eu 2-3 questions par rapport au watergel, donc vous les avez déjà pas mal abordées. Alors je tiens d'abord à préciser une chose qui est passée sur le chat. Donc par rapport à la présence de ce watergel dans les ambulances, donc dans les ambulances 112, le watergel n'est absolument pas obligatoire, contrairement à ce qui a été vu sur le chat. Donc si certains services ont des watergels dans les ambulances 112, c'est une chose, mais il n'y a rien d'obligatoire en la matière, ça ne fait pas partie de la dotation santé publique. Ça va? Les 2-3 petites questions par rapport au watergel. Donc on a bien entendu que, en tout cas ici, vous ne souhaitez pas qu'on applique systématiquement ce watergel. Et donc dans les questions qui sont apparues, c'est pourquoi des compresses sèches, n'y a-t-il pas un risque d'arracher la peau? Donc une question posée par monsieur Chris Huyghe. Alors oui, évidemment, c'est toujours un compromis. Donc première précision, c'est pas moi qui ne veux pas du watergel, c'est dans les recommandations, notamment celle de la SPAR, où c'est pas que moi qui vous dis ça, c'est qu'on s'est réunis tous ensemble et qu'on s'est dit il vaut mieux pas. Donc c'est pas que nous, mais alors la question des compresses sèches, mais c'est sûr qu'il y a le côté négatif par rapport au fait que ça peut, au plus on la laisse en place, au plus ça peut adhérer, c'est sûr. Mais d'un autre côté, si on met des compresses humides, on revient au même problème. Donc c'est un choix à faire. Et a priori, le plus intéressant, de toute façon, on devra probablement analgésier, voire endormir le patient pour faire ses premiers pansements. Et donc, ce sera géré à ce moment-là.
Et donc, pour finaliser, donc il y a eu, comme je dis, il y a eu 2-3 questions, entre autres, Charlie Spitz et Eric de Neuville. Si on doit résumer la place du watergel, alors clairement, Bah donc moins de 2 mots. 20%, moins de 20% chez l'adulte, moins de 10% chez l'enfant, et pas chez le nourrisson, et pas en cas de choc, et pas chez les vieillards, et voilà. Donc brûlure, comment? Mais si, parce que Très peu. mais si, parce qu'il y a quand même, enfin, au bout du compte, il y a quand même beaucoup de brûlures qui sont inférieures à 20% hein, chez l'adulte. Hein. Enfin, là, on a parlé des brûlures graves, mais les brûlures sévères sont de moins en moins importantes. Hein. Donc, des petites brûlures qui arrivent ou que vous allez chercher en SMUR, c'est tout à fait possible. Il faut juste garder cette idée de moins de 20% chez l'adulte et moins de 10% chez l'enfant. Les enfants, en général, la surface brûlée, c'est entre 5 et 8%, hein, le plus souvent. Donc, Très bien. Merci pour ces précisions et ce résumé très clair de la chose. Ensuite, c'est vrai que tant qu'à présent, tout le long de l'exposé, on a parlé d'urgence individuelle et il y a 2-3 questions qui sont venues par rapport aux urgences collectives ici. Entre autres, de Sébastien Soet, la capacité réflexe dans les plans baby. alors, la question c'est quoi? C'est qu'est-ce que le plan baby? Non, quelle est la capacité réflexe de service de Grand Brûlé Alors, en Belgique? ça, j'ai pas une réponse claire puisqu'elle varie heure par heure et au jour le jour. Donc, le principe du plan baby, c'est d'avoir une centrale qui est gérée par NOH, donc l'hôpital militaire, et qui recense tous les jours le nombre de places disponibles dans les centres de brûlés. Avant, elle le recensait de manière téléphonique. Maintenant, elle les recense par voie informatique, ce qui me permet une meilleure connaissance des places disponibles. Ce qui n'est pas très clair dans le plan baby et qu'on doit encore préciser, c'est est-ce que les centres renseignent le nombre de places actuellement disponibles, là maintenant les lits vides, ou les places qui sont réalisables dans un délai raisonnable. Donc pour le moment, c'est pas très très clair, donc ça manque de clarté. Et donc l'objectif du plan baby, c'est de recenser le nombre de places qui sont disponibles et de pouvoir orienter en cas d'afflux massif de brûlés, de pouvoir répartir les brûlés dans les différents centres du pays, voire même frontaliers, puisqu'on peut en envoyer aux Pays-Bas, en Allemagne ou en France par exemple. Ouais. Merci. Regarde, on va mettre là, il y a un là. Autre question par rapport aux victimes multiples posées par Jordan Baumals. Donc, on parlait du choix du cyanokit dans les intoxications au cyanure. Le hic, entre guillemets, c'est que c'est un produit relativement onéreux. Et donc, il y en a un par SMUR. Si on doit en administrer à plusieurs personnes, comment faire son choix? Alors, j'ai pas mis ça ici parce que sinon on partait sur un autre topic, mais dans les cas d'afflux massif de brûlés, il y a des grilles de triage des patients brûlés en fonction de leur âge et de leur surface corporelle atteinte et de l'inhalation de fumée potentielle. Et donc, les patients qui sont, par exemple, j'ai plus les chiffres en tête là comme ça, mais par exemple 60 ans avec inhalation de fumée et genre 80-70% de surface brûlée, ils ne sont pas pris en charge. Ils sont mis en liste d'attente, enfin ils sont sur l'attente. Donc ça vous classifie déjà la chose. Ça veut dire que ces patients-là, ils ont, dans le cas d'afflux massif de brûlés, ils ont très peu de chances de s'en sortir. Donc on ne les prend pas en charge. Donc ça veut dire que vos cyanokits, ils vont être utilisés. Déjà, s'il y a un afflux massif, il y aura plusieurs SMUR. Il y aura aussi d'autres moyens qui seront dégagés par rapport à ça. Mais ça veut dire que les cyanokits, il faut les réserver aux patients qui ont, une chance de survie, et deux, qui ont des vrais signes d'intoxication au cyanure, c'est-à-dire altération de conscience, instabilité circulatoire, lactate, mais ça, vous ne l'aurez pas tout de suite. Mais donc, si un patient est conscient quand il vous parle et qu'il n'a pas inhalé de la fumée et qu'il est conscient, qu'il n'est pas choqué, a priori, pas d'intoxication au cyanure. Donc, ça veut dire pas de cyanokit. Et si je me permets de rebondir encore un petit peu, je pense que la question du collègue ici, c'était quand on a 2-3 victimes. Donc, on ne déclenche pas un plan catastrophe, spécialement quand on est en présence de 2-3 victimes. Comment faire son choix pour savoir à qui administrer en premier en attendant? C'est vraiment des signes d'intoxication. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de signe d'intoxication, n'en mettons pas. D'autant plus que le cyanokit a été incriminé dans une toxicité rénale potentielle, outre son prix. Il a été évoqué que le cyanokit pouvait induire des lésions rénales. Alors, c'est toujours compliqué de savoir si ces lésions rénales sont en lien avec la gravité de la lésion, puisque forcément, sur du cyanokit, c'est que ce sont a priori des patients sévèrement brûlés. Donc, on ne sait pas trop si la lésion rénale est liée à la gravité de la brûlure et ou au cyanokit. Mais on sait que le cyanokit peut induire une cristallisation au niveau des urines et donc une atteinte rénale. Donc si on peut le mettre à bon escient
et sans avoir nécessairement trop peur de choses. N'oublions pas que le cyanure, son mode d'action implique des conséquences. Je dirais, on n'a pas une intoxication au cyanure sans symptômes, puisque le cyanure, par définition, vient au niveau de la mitochondrie et vient altérer le fonctionnement de la cellule. Donc s'il n'y a pas d'intoxication au cyanure, il n'y a pas de symptômes, quoi. Merci. Autre question, de nouveau Sébastien Sod, on a parlé de la diphtérine. La question est, après combien de temps on peut administrer la diphtérine? Est-ce qu'on a une limite de temps? Alors non, dès que possible. Je veux dire, elle a le même rôle que le fait de laver la plaie. Donc on la met dès que possible. Le plus tôt possible, c'est le mieux. Et le plus longtemps possible, c'est le mieux. Donc voilà. Merci. Ah bah, ouais, parce qu'au pire, ça fera rien. Enfin, je veux dire, il y a aucune toxicité, à part le prix, il n'y a aucune toxicité. Et le problème de la brûlure chimique, tant qu'elle n'a pas été lavée et que l'agent chimique reste en place, reste en contact de la plaie, ben, ça veut dire qu'il continue ses dégâts. Donc, si même c'est à distance, c'est probablement ça de gagner. Autre question posée donc, par deux personnes, hein, à nouveau Sébastien Sod et alors Hugues Joseph de Verviers. Donc, par rapport à la prise en charge par radiation ionisante. Alors ça, le piège. ouais, c'est ça. Merci beaucoup pour cette question. Je crois qu'il est l'heure d'y aller. Donc, ben ça, honnêtement, à Liège, on ne sait pas le faire. Et à ma connaissance, il n'y a que à NOH qui peuvent les traiter. Donc, ce sont des cas hyper spécifiques. Je n'ai pas d'expérience du tout dans ce genre de situation. Comme vous, je ferai allô à l'aide. C'est tout ce que je peux vous dire. En tous les cas, ce sont des brûlures qui sont à prendre en compte dans un contexte de protection des intervenants, comme dans toute atteinte radique, quoi, par exemple. Et ce sera en tous les cas pas à Liège, ni dans les centres classiques comme à l'Oberval qu'il faudra les amener. Ou alors, s'il y a vraiment une grosse catastrophe, il faudra bien qu'on se débrouille chacun de son côté, mais ça demandera des précautions, des mises en place logistiques très importantes, quoi. Merci. Oui. Oui, c'est ça. Oui, mais je pense que tout à fait, oui. Mais c'est ça. Et ils ont que 2 chambres, hein. Ils ont que 2 chambres, donc, enfin, je veux dire, si on a une catastrophe ici, Percy va pas nous aider pour tous nos patients, donc il faudra bien qu'on se débrouille. Ça, oui. Tout à fait. Mais la première chose, c'est pas la brûlure dans ce cas-là, hein, c'est la protection générale et la vie hémato, hein. Alors, autre question de Eric Donneville, donc par rapport à l'extra-hospitalier principalement, hein, bien que on parlait de l'administration de liquide, hein, d'utiliser principalement du Hartmann ou autre liquide balancé. Dans le cas où, dans certains vecteurs pré-hospitaliers, on n'a pas de ce genre de liquide, on n'a que du liquide physiologique, voire éventuellement glucosé 5%, vaut-il mieux ne rien faire ou utiliser autre chose? Par contre, glucosé, ça servira à rien, donc Voilà. c'est pas la peine de l'utiliser, hein, ça ne servira strictement à rien. Par contre, si vous n'avez que du NaCl, évidemment qu'il faut commencer le remplissage. Tant pis si c'est pas un liquide balancé, la principale chose à faire, c'est de remplir. Si on a du liquide balancé, c'est mieux. Mais par contre, si on met du NaCl à des hautes doses importantes, se méfier d'une acidose hyperchlorémique derrière, le garder en tête, quoi. Surtout des volumes de remplissage qui peuvent être de 3-4 litres par heure parfois, hein, donc ça peut être énorme, quoi. Moi, sur mon papier, j'ai encore 2 questions. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui sont arrivées entre-temps. Donc, une question ici de Justine Gerdet. Voir par rapport aux vêtements qui colleraient sur les brûlures. Donc, quelle est l'attitude à adopter par rapport à cela? Sur place, soit on sait les enlever sans trop de dégâts et on essaie de les enlever, puisque si le vêtement est chaud, ben, tant qu'il est en contact avec la plaie, il va continuer à induire des lésions. Maintenant, c'est à gérer en fonction de l'analgésie et de ce qu'on peut faire sur le terrain et de ce qui est risqué ou pas. Ça, c'est une balance à mettre en. Il n'y a pas de règle stricte. L'idée à garder en tête, c'est qu'il vaut mieux les enlever. Après, on se débrouille comme on peut sur le terrain. C'est jamais si facile que ça. Merci. Et alors, dernière question que j'ai vue passer sur le chat. Ici, donc, par rapport au cooling, à Toulon, vous avez parlé de la règle des 3x20. J'ai envie de dire, les ordres permanents fédéraux des secouristes ambulanciers et des PIT parlent de 3x15. Alors, est-ce que, franchement, ça change la face du monde ou
Bah, je préfère 3 x 15 que 3 x 25. Donc, si vous mettez votre cutoff à 15 au lieu de 20, tant mieux. Enfin, tant mieux pour les patients et le risque d'hypothermie. 15 minutes ou 20, voilà. 15 degrés, par contre, c'est déjà un peu froid. Hein, donc, il vaut mieux retenir température ambiante. De nouveau, c'est pas nous qui avons décidé ça. C'est dans les guidelines de la SPARC notamment. C'est dans les guidelines aussi américaines. Et qu'est-ce que je veux dire avec les règles des 3 x 20 mais ça, oui, alors que par exemple à l'EPAMU, par exemple Robin Betts est en train de faire passer de ces messages-là depuis quelques années aussi. Donc, Mais tout à fait. Et donc, on rebondit là-dessus parce que voilà, l'ordre permanent fédéral. oui, on en a discuté beaucoup avec Romain. Et Donc, voilà. Mais en gros, si on donc, c'est un retient peu compliqué. 15, je veux bien, mais faites gaffe à la température de l'eau. 15 pas degrés, moins. enfin, ça va finir par être froid, quoi. Vaut mieux un peu plus qu'un peu moins. Pas non plus brûler. Hein, parce Non, mais vaut mieux un peu plus que 15 qu'un peu moins de 15. c'est ça, oui, mais moins de 30, quoi. Voilà. On est bien d'accord, surtout quand il n'y a plus d'épiderme. Oui, il y a une question dans le fond, Arnaud. Oui. Oui, moi j'ai une petite question en fait concernant l'extrait hospitalier en SMUR. Si jamais on a une indication d'intubation, donc une réelle indication qui se posait, quel agent utiliser pour l'induction en fait? Kétalar, Alors moi, je suis dormicum? anesthésiste, hein. Donc la réponse pour moi, elle est claire, c'est kétamine. Un coup de dormicum pour rupture, un peu de sulfata si on veut, mais kétamine. Et alors, la question du curare, on peut utiliser la myoplégine, donc la succinylcholine, dans les premières 24 heures, donc pas de problème. Si vous n'avez pas ça, plutôt un curare qu'on peut antagoniser, genre resméron, si vous avez ça sur vos SMUR, évitez les autres. Mais en tous les cas, c'est kétamine à fond les ballons. Et avec un peu de suif, et en tout cas, c'est ce que moi je ferais, et des curares. Oui. En tout cas, pas d'étomidate, hein. Ça n'endort pas et ça fait plus de mal que de bien. Donc, oubliez les tomidates. Merci beaucoup. Autre question ici dans l'Assemblée? Autres questions qui sont passées sur le chat? Dès lors, il nous reste à remercier encore une fois le docteur Rousseau. On peut encore l'applaudir pour cet exposé Relativement intéressant. fort intéressant en tout cas, hein, au vu des commentaires qui sont passés déjà ici dans l'Assemblée, que l'on a vu passer sur le chat et reçus personnellement sur mon GSM de quelques personnes qui participent. Donc voilà, vraiment merci beaucoup. Avec plaisir. Juste avant de clôturer, reste à rappeler le prochain rendez-vous du trimestriel, donc à savoir le 31 mai, hein, donc dans 3 mois, hein, comme son nom l'indique, le trimestriel. Sur comment je prends en charge les troubles ioniques aux urgences, ça va, qui sera animé par le docteur Boyskart. Merci, une bonne soirée à tous. Et pour ceux qui sont en présentiel, il y a encore l'occasion de discuter un petit peu dans le fond de la pièce avec un petit sandwich. Allez, merci. Merci à vous. Ben oui, Oui, j'ai vu. on va monter, nous. Ouais. Je vais bouger. Bien. Et toi, hein? Sur Amazon. Mais c'est pas... Ah, oui, hein, bien sûr. Ça parle pas que des urgences, ça parle un peu de tout, mais ça permet d'avoir une petite vision sympa. Mais oui, c'est ce qu'on se dit aussi quand c'est presque de mettre dans notre service. Ouais. Il y a eu il y a Voilà. pas longtemps. Mais... Il est soit sur le site, la maison d'édition, c'est Médiciline, soit sur Amazon. En fait, médecine. Oui, Médiciline.